Bonjour et bienvenue au Sguardo, une nouvelle semaine qui s'annonce pour parcourir l'actualité en compagnie de notre invité. Cette semaine, c'est Jean-Baptiste Luciani. Bonjour. Bonjour. Maire de Pietrosel, également conseiller territorial donc à l'Assemblée de Corse. Alors, Jean-Baptiste, on va débuter avec un important dossier qui est passé du côté de l'Assemblée territoriale. C'était en toute fin de semaine dernière. Bien évidemment, on parle du PADUC. Le PADUC qui a été adopté avec 36 voix pour, 12 contre et 3 absents. On parle bien évidemment du document principal, puisque d'autres documents ont été votés à côté de celui-ci. Le PADUC, 36 voix pour, y compris donc celle des nationalistes de Femoa-Corsica et de Corsica Libre. On a bataillé ferme pendant toute une nuit sur les fameux amendements. On va écouter, Jean-Baptiste Luciani, si vous le voulez bien, un extrait d'intervention. C'est un extrait d'intervention de Josefa Giacometti. C'était juste avant le vote, en fait. Elle s'est exprimée sur la philosophie générale du document. La Corse a enfin un document sur lequel on peut travailler. La préservation de notre terre est un élément fondamental. L'engagement au service d'un peuple, le nôtre, avec sa langue, je le disais hier, sa façon d'être, sa culture, ce que nous sommes finalement, aujourd'hui reconnu et mis au centre d'un projet. Alors oui, nous avons encore, pour notre part aussi, même si au fil des discussions, au fil des heures passées encore jusqu'à cette nuit, nous avons encore des points sur lesquels il nous faudra œuvrer. Mais dès demain, et nous l'avons déjà dit hier dans nos propos, il nous appartiendra d'accompagner la mise en œuvre de ce PADUC. Il nous appartiendra de nous battre, parce qu'il va falloir se battre encore. Mais nous avons enfin un cadre pour le faire. Nous avons d'autres moyens et d'autres outils pour le faire aujourd'hui, grâce à ce document. Ce document, en ce sens, lui aussi, c'est vrai, il contribue à la construction de la paix, à la construction d'une volonté de dire autrement ce que nous voulons pour ce pays. Alors Jean-Baptiste Luciani, donc le point de vue de Josefa Giacometti, la Corse a enfin un PADUC. Il a passé le stade de l'enquête publique, il a passé toutes les étapes en fait devant l'Assemblée de Corse et cet ultime vote, il est à présent opposable. Tout à fait. Et puis je pense qu'il est important de remarquer aussi, si vous l'avez dit en introduction, c'est que c'est un PADUC qui a été voté par une large majorité, 36 personnes. Et c'est un PADUC, donc aujourd'hui on peut se dire que ce n'est pas le monopole de quelques-uns, mais c'est l'affaire de tous. Et donc c'est bien tous les clivages, toutes les personnalités politiques, tous les partis politiques, la société civile, les collectivités, les associations, les personnes privées qui se sont investies dans ce document et qui ont souhaité que, comme on a pu l'entendre sur tous les bancs de l'Assemblée la semaine dernière, nous avons l'obligation de doter notre terre, notre île, notre région, nous avons l'obligation de la doter d'un document de référence. Et c'est pour ça que ce document, comme je disais, est transclivage. Ce document, c'est l'affaire de tous, parce que chacun a pu apporter sa pierre, chacun a pu œuvrer pour que ce vote important, certains ont même dit historique, se fasse dans notre hémicycle et qu'on dote la Corse enfin d'un document de référence. Après, sur le fond, comme tout document, bien entendu, il est perfectible. C'est un document, aujourd'hui, c'est une étape. Il a fallu aller les uns vers les autres, trouver ce consensus, ce point d'équilibre qui permette en même temps un volet plan de développement et maintenant un volet préservation. Et donc, on a en même temps, dans le document, je pense, un équilibre entre la préservation et le développement de l'île. On a aussi quelque part, et ça a été peu repris, un vrai plan de développement et qui permet d'intégrer aujourd'hui une vision à long terme de ce que nous allons voir faire pour le développement de notre île. Alors ceux qui ont voté pour, la majorité bien évidemment, puis il y a les groupes nationalistes que sont Femoa-Corsica et Corsica Libre qui ont voulu vraiment mettre un point aussi sur les amendements. On parle des espaces stratégiques agricoles et puis des fameuses ERC. C'était là où le point d'achoppement avant le vote et notamment dans les commissions, l'examen des amendements. Donc là, on a trouvé un véritable le consensus dont vous parlez. Oui, parce que je pense qu'on a été tous capables de faire un pas vers l'autre. Alors bien entendu, comme vous l'avez dit, il y a bien entendu la majorité, une partie de la majorité, parce que toute la majorité ne s'est pas retrouvée dans ce vote. Une partie des nationalistes, tous les nationalistes ne se sont pas retrouvés dans ce vote. La droite a voté contre, ce qui semble logique compte tenu de la philosophie générale du projet, et en particulier de l'ancien PADUC qui était mort-né et qui avait donné lieu au fiasco qu'on a connu et qui avait redonné lieu surtout au fait que depuis maintenant 30 ans, c'est le juge administratif qui fait l'urbanisation en Corse. Pour revenir à votre question sur les espaces remarquables et sur les espaces stratégiques agricoles, oui, c'est sûr que ça faisait partie des points
durs, on va dire. Ça faisait partie des points que nous devions aborder ensemble, ça faisait partie des points où nous devions trouver un consensus. Il a fallu, ensemble, en commission, faire œuvre de pédagogie, montrer que tout ne pouvait pas se faire, parce qu'on est contraint aussi par la loi, par les lois, et puis parce qu'on sortait d'une enquête publique, on pouvait simplement reprendre les points qui avaient été abordés à l'enquête publique. Je crois que la co-construction de ce PADUC sur la mandature, sur les presque 5 ans que nous avons vécu ensemble, qui est issue d'une volonté commune où nous avions voté ensemble de 2 motions sur le foncier et le logement, eh ben, c'est traduit par ce vote de jeudi, enfin de vendredi matin plutôt, la nuit de jeudi de commission et le vote de vendredi matin, qui en fait qu'aujourd'hui nous avons ensemble travaillé, je pense, pour l'avenir de la Corse et des Corses. Alors Aline Castellani par exemple, parce que bon, la droite, effectivement, vous disiez donc en dehors de cette philosophie, mais Aline Castellani a reproché en fait à l'exécutif d'avoir tout concédé, tout cédé aux nationalistes. Je pense que le débat n'est pas situé obligatoirement sur le fait d'avoir tout concédé aux nationalistes ou pas. Je pense que c'est 2 philosophies qui se sont opposées, la philosophie du développement et la philosophie justement du développement avec un choix de développement mais aussi un choix de préservation de notre terre. Aujourd'hui, on connaît l'attachement des Corses à leur terre, on connaît notre volonté de préserver l'intérêt collectif. Il y a eu différents votes qui ont été faits à l'Assemblée de Corse, en particulier sur la volonté que, quelles que soient les personnes qui vivent sur cette terre, aient la possibilité de se loger, d'accéder à la propriété, donc que le parcours patrimonial, et en particulier le statut de résident, qui a été à un moment aussi un peu clivant dans notre Assemblée. Et c'est là-dessus qu'on a pu trouver des différences. Par exemple, voilà, donc Aline Castellane, c'est vrai, s'est positionnée à porter en tant que vice-présidente de l'association des maires de Corse du Sud, porter un peu la voix des maires qui aujourd'hui ont l'impression que ce PADUC est trop restrictif. Si on écoute de l'autre côté le tissu associatif, on a l'impression qu'il est trop laxiste. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on écoute les uns et les autres, si on écoute la population, quelque part on a dû mettre le curseur au bon endroit. Alors justement, ce PADUC, il intervient quelques mois avant les élections territoriales. C'est un enjeu aussi de ces élections. On connaît votre positionnement sur ces territoriales, mais on va quand même en dire 2 mots aujourd'hui. Vous avez choisi d'aller à ces élections avec... Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est un choix mûrement réfléchi. C'est en conscience que j'ai vraiment fait ce choix. J'ai fait un choix vraiment sur... une démarche. J'ai souhaité adhérer totalement à une démarche et pas simplement rejoindre des hommes ou des femmes parce que c'est cette façon de faire de la politique. Alors, on est beaucoup à dire nous voulons faire de la politique autrement, mais le nous ne se décrète pas. Le Dalai Lama disait si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment la démarche auquel j'adhère, qui est une démarche aujourd'hui qui se fonde sur le socle du Parti socialiste, puisque j'ai adhéré à la démarche qui est portée aujourd'hui par Emmanuel De Gentil, et donc j'ai accepté la proposition qui m'a été faite d'être 2e de cette liste. Donc qui se fonde sur le socle du Parti socialiste, mais qui est ouvert, bien entendu, à ce que l'on appelle la gauche progressiste, en premier lieu, et qui est ouvert aussi à la société civile, au monde associatif. C'est vraiment cette démocratie associative, cette démocratie participative qu'on souhaite mettre en œuvre, et on souhaite mettre en œuvre dès cette échéance, bien entendu, et ça c'est par les faits, mais aussi dans une démarche pérenne et durable, parce qu'il n'y a pas simplement que le temps de l'élection, il faut qu'on inscrive cette démarche dans la durée. Faire de la politique autrement, ça ne se décrète pas, comme je disais tout à l'heure, ça se montre et ça se fait, et ça doit être factuel. Pourquoi Emmanuel De Gentil plutôt que Jean-Charles Orsucci par rapport à l'investiture ? L'investiture en fait partie, mais c'est ce que je vous expliquais sur le fond de Jean-Charles Orsucci, selon vous, n'est pas sur cette démarche-là ? Jean-Charles Orsucci, aujourd'hui, a toute sa place dans notre démarche. Jean-Charles Orsucci, je regrette qu'il ait souhaité, lui, mettre fin à la collaboration et à la possibilité, à la volonté qu'on avait ensemble de construire quelque chose pour la Corse. Je pense que malheureusement, et ce qui a fait la plus grande différence aujourd'hui, et c'est là-dessus que on va pouvoir identifier les campagnes des uns et des autres et le choix qui peuvent être portés sur les listes, c'est vraiment sur le fait que si on souhaite faire de la politique autrement, il faut le montrer par des faits. Et ça ne peut pas aujourd'hui être simplement un copier-coller de ce que nous avons connu dans le passé par les différentes listes qui se sont présentées devant les électeurs. Si on dit que le clientélisme aujourd'hui doit être combattu, si on dit que la collectivité unique doit être le moyen aujourd'hui à travers le fait qu'on change les institutions pour changer les pratiques politiques, et bien si on dit tout ça, il faut que dans les faits, dès cette première échéance qui se présentait à nous, et bien on soit en capacité de montrer à la population qu'on agit vraiment différemment. Et comme je vous disais,
La somme d'individualités n'a jamais fait l'intérêt collectif. Et c'est en ce sens que je me retrouve plus dans une démarche avec un socle commun construit avec le Parti socialiste, avec les gens issus de la gauche progressiste, mais aussi avec les gens issus de la société civile, que sur une démarche qui est une démarche plus individuelle. Le point d'interrogation d'un éventuel rapprochement avec Paul Jacobi pour le second tour, ça n'a pas été ça aussi la question ? Non, ça a été quelque chose qui a été évoqué, bien entendu, le deuxième, le troisième tour. Moi, à titre personnel, j'ai toujours du mal à parler de deuxième tour ou de troisième tour avant de parler du premier. J'ai toujours en mémoire quand même avril 2002, Lionel Jospin, qui les sondages le mettaient vainqueur de l'élection présidentielle. Et à la sortie, malheureusement, n'a pas franchi le premier tour. Donc je pense que d'abord, il faut qu'on instaure notre démarche dans la durée, au niveau des personnes, que les gens sachent bien, qu'ils s'identifient à ce que l'on souhaite faire. Après, bien entendu, on souhaite que notre résultat soit le meilleur possible et que nous puissions continuer sur nos valeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous souhaitons vraiment être présents au deuxième tour. Après, le choix des uns et des autres, aujourd'hui, ne se pose pas en termes de personnes. Je veux dire, on n'est pas pour quelqu'un ou contre quelqu'un. On est simplement nous-mêmes et on souhaite être nous-mêmes dans la durée. Merci beaucoup Jean-Baptiste Luciani. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle thématique d'actualité. À demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité de la semaine, Jean-Baptiste Luciani. Bonjour. Bonjour. Maire de Pietrozelle, également conseiller territorial. On va parler d'un sujet qui a beaucoup agité la Corse ces derniers jours. Il s'agit du traitement des déchets ménagers. Alors, comme vous avez pu le vivre, y compris en tant que maire de la commune de Pietrozelle, les déchets ménagers qui n'étaient plus ramassés, les décharges qui ne remplissaient plus leur rôle aussi, puisque les centres d'enfouissement avaient été bloqués. À l'origine, notamment de ce blocage des centres d'enfouissement et notamment de celui de Prunelli di Fiumorbu et de Viggianello, Ségolène Royal, parce que ça a fait monter un petit peu on va dire la colère des élus qui avaient promis avant l'été d'aménager la loi littorale pour que le fameux centre d'enfouissement de Talonne 2, comme on appelle, puisse voir le jour. Cet amendement n'a pas été présenté. Paul Jacobi a posé une question lors des questions au gouvernement à Ségolène Royal à ce propos. Ségolène Royal a eu une réponse assez acérée, notamment à l'égard des élus corses. On écoute Ségolène Royal et on vous retrouve tout de suite après. Je rappelle que la gestion des déchets ménagers relève des collectivités territoriales et ne relève pas de la responsabilité de l'État. Cela dit, vous avez en effet constaté que les décharges sont saturées ou sur le point de l'être. La décharge de Talonne, dont l'exploitation a cessé le 23 juin dernier et qui devait être remplacée par une installation de tri et une nouvelle installation de stockage n'a pas pu l'être puisque le tribunal administratif a annulé le permis de construire au motif d'incompatibilité avec la loi littorale. Un accord a été trouvé au début de l'été pour autoriser le stockage des déchets dans des décharges qui n'étaient pas saturées, mais bien évidemment cette situation n'est pas satisfaisante. Je crois que les responsabilités locales doivent donner toute leur plénitude de leurs compétences, à savoir appliquer la loi de transition énergétique qui prévoit la réduction de 30% du volume des déchets mis en décharge d'ici 2020. Et en ce qui concerne la dérogation à la loi littorale, permettez-moi d'apporter une nuance à ce que vous venez de dire, car en effet, j'ai dans le cadre de la loi de transition énergétique déposé un amendement en ce sens. Il n'y a pas eu la majorité parlementaire pour voter cet amendement. Alors, Jean-Baptiste Luciani, la suite en fait de l'intervention de Ségolène Royal, c'était aussi qu'il n'y avait aucun élu corse quand cet amendement a été, aucun parlementaire corse. Aucun parlementaire, tout à fait. Donc, votre sentiment ? Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la ministre a tout dit. Il est difficile de rebondir sur ses propos, si ce n'est à dire qu'elle nous renvoie à nos responsabilités, et elle a totalement raison. Et cette situation était totalement prévisible si on n'avait pas fait attention, et si, bien entendu, aujourd'hui, comme ça s'est construit malheureusement dans le temps, on a fait preuve... pas de laxisme, mais on a fait preuve aujourd'hui de peu de volonté collective pour résoudre ce problème. On le sait tous, c'est un problème qui touche au quotidien la totalité des habitants de cette île, avec en plus la problématique du pic de l'été, puisqu'on a quand même la problématique saisonnière qui fait qu'on a un accru aujourd'hui de matière et de déchets à traiter. De volume à traiter et donc à transporter, à traiter. Et cette problématique, la ministre l'a bien dit, c'est au niveau des collectivités locales qu'elle doit être traitée. Donc les communes ou intercommunalités
ont une certaine compétence dans la collecte, et puis après, au-delà du traitement, et puis après, il faut qu'ensemble, on fasse le choix de quel traitement nous voulons pour la Corse. Alors, la loi nous impose à aller de plus en plus vers la réduction des déchets à la source, et la réduction des déchets à travers le tri sélectif, qui n'est pas mis en œuvre dans toutes les communes de Corse, et en particulier sur la mienne, parce que nous n'avons pas encore réussi, à travers l'intercommunalité, à mettre en place le tri sélectif dans les compétences, et les ordures ménagères dans les compétences. Donc c'est quelque part pour des communes balnéaires et des communes touristiques, c'est quand même un retard de plus de 20 ans, puisque la loi Voynet date de 1993, et on avait 10 ans pour mettre en œuvre sur le territoire national. Donc on a 20 ans de retard avec les collectivités continentales, et qui aujourd'hui qui ont avancé, qui ont fait le travail. D'ailleurs, la plupart des gens qui viennent en vacances nous le reprochent. D'autres communes ont perdu le pavillon bleu au niveau européen parce qu'on n'a pas le tri sélectif au niveau des stations balnéaires. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la ministre replace le débat là où il doit être replacé, au niveau des collectivités locales, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, départements, régions, à travers le plan interdépartemental de traitement des déchets. Voilà. Et bien, le choix qui a été fait maintenant dans les années 2000 par la Corse, on s'aperçoit que nous a amené à la situation d'aujourd'hui. La volonté commune et collective, assumée de tous, de dire nous n'allons pas à l'incinérateur, c'est un choix important, c'est un choix qui, je pense, était juste. Pour autant, il fallait anticiper le fait que derrière, il fallait créer un parti de traitement qui permettait donc à l'issue des collectes qui sont faits partout, de réduire la somme des déchets. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la destination finale et de façon pérenne doit être installée, c'est de dire nous devons jeter dans un trou, quel que soit le trou, bien entendu, et en sachant qu'aujourd'hui, bien entendu, les centres d'enfouissement technique ne sont plus des desserts sauvages comme on a pu connaître dans le passé sur l'île et qu'on trouvait dans tout le maquis et dans toutes les communes. Pour autant, la solution à moyen et long terme, c'est pas de jeter dans des décharges, c'est évident. C'est quoi la solution alors? La solution, c'est aujourd'hui, bien entendu, commencer par réduire la source. Réduire, c'est le premier travail que nous devons faire chacun à notre niveau dans nos collectivités, donc réduire la somme des déchets à travers le tri, à travers le compostage, à travers la gestion des déchets verts, parce qu'il y a peu de gestion des déchets végétaux. Puis après, c'est la solution de dire, voilà, maintenant, vers quel traitement nous allons? Est-ce que nous sommes en capacité aujourd'hui d'instaurer un traitement sur l'île? La solution n'est pas si simple. Si on avait la solution, il ne faut pas croire que les élus, on est aussi à l'écoute. Il suffisait de dire Yaka, Faucon, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Hein. On n'est pas plus fou que les autres. On n'a pas envie non plus de se retrouver devant cette situation et de voir les ordures ménagères déborder devant tout le monde et devant les containers en particulier. Voilà. Mais il faut quand même qu'aujourd'hui nous prenions nos responsabilités, et c'est aussi pour ça que nous sommes élus, c'est aussi pour prendre nos responsabilités et dire voilà, c'est arrivé une fois. Je comprends la problématique des territoires qui aujourd'hui sont les quelques territoires qui accueillent le tonnage de toute l'île. Nous ne devons pas les laisser tout seuls. C'est à nous de dire maintenant quelle est la voie de l'avenir et qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça ne se reproduise plus. Le Civadec, efficace ou pas? Alors, le Civadec, avec la commune, nous n'avons jamais souhaité adhérer au Civadec. Parce que à la création du Civadec, d'abord c'était un syndicat de réflexion, puis après il s'est transformé en syndicat qui est aujourd'hui valorisation des déchets. Mais ce que nous reprochions à l'époque, c'était cette perspective qui n'était pas, c'était peu de mise en perspective, et le fait que la totalité de la chaîne n'était pas traitée par le syndicat. Donc oui, la mutualisation des moyens, ça c'est important, ça fait son œuvre et ça doit fonctionner. Pour autant, à travers aujourd'hui le Civadec, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés de fonctionnement, qu'il y a des choses qui n'ont pas été réalisées, et que malheureusement, l'échec aujourd'hui est mesurable, puisque nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre notre plan des déchets. Sur la partie amendement à la loi littorale, je pense que la ministre a raison aussi de rappeler qu'on ne peut pas faire des dérogations parce que nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Voilà, on conclura là-dessus, évidemment. Vous étiez pour l'amendement, quoi qu'il en soit, s'il avait pu se présenter, s'il avait pu être voté? Sur le principe, je suis contre l'amendement parce que ça ouvrait la porte aujourd'hui à d'autres amendements possibles et à d'autres dérogations possibles de la loi littorale.
je pense que la loi littorale est une loi d'équilibre qui permet le développement et la préservation de notre littoral, la préservation de notre île, qui ne doit pas permettre justement qu'on en trouve des portes, parce qu'à partir du moment où on en trouve des portes, quelque part on ouvre la boîte de Pandore, et derrière ça induit que c'était pour un établissement classé, donc c'est sûr, mais ça permettait à terme à travers d'autres amendements de décaler, de changer la loi littorale. La loi. Voilà. Alors, quand à l'Assemblée de Corse, j'avais déposé justement un amendement pour que le PADUC soit opposable aux tiers et soit justement totalement, on va dire que chaque pétitionnaire puisse, le PADUC s'oppose à tout le monde. De plus, je souhaitais justement qu'il n'y ait pas de possibilité d'adapter la loi littorale. Par contre, il y a la possibilité de préciser la loi littorale. Voilà. Donc et c'est dans ce sens aussi que, pour revenir au vote important, au débat qu'on avait hier sur le PADUC, c'est dans ce sens que la totalité des élus de l'île, parce que là, il y a une délibération qui a été prise de façon unanime, on n'a pas souhaité adapter la loi littorale, on a souhaité la préciser. Donc c'était revenir en arrière sur un choix collectif qui était transclivage, puisque là, tous les groupes, puisque ça c'était un vote qui était fait à l'unanimité, on ne souhaitait pas justement modifier la loi littorale. Merci beaucoup Jean-Baptiste Luciani, on va se retrouver demain. Merci. Au revoir. Bonjour et bienvenue, nous recevons le maire de Pietrozela et conseiller territorial Jean-Baptiste Luciani, bonjour. Bonjour. Un nouveau rendez-vous donc pour commenter l'actualité. On va repartir un petit peu hors de Corse, mais pourtant c'est une actualité qui se rapporte à la Corse aussi. Il s'agit de la victoire aux élections régionales en Catalogne, la victoire des deux courants indépendantistes, une majorité absolue, non pas en termes de pourcentage, mais du moins en termes de sièges. On va écouter le sentiment d'Henri Malos, le président du Conseil économique social européen, par rapport à cette victoire. Alors certains politiciens, on va dire, et notamment du côté de Madrid, agitent un petit peu le chiffon rouge. Si la Catalogne devenait indépendante, elle devrait obligatoirement sortir de l'Europe, ce qui n'est pas du tout le sentiment d'Henri Malos. On l'écoute et on vous retrouve. Moi, je pense que les résultats des élections en Catalogne ont montré qu'il y a quand même une grande volonté, quasiment pas majoritaire, mais presque majoritaire, des Catalans de trouver une situation institutionnelle plus indépendante. Alors, est-ce que c'est l'indépendance totale? Est-ce que c'est un statut particulier associé dans le cadre de l'Espagne? Bon, ça, c'est des choses qui les regardent eux et pas nous. Mais je pense qu'il y a une aspiration dans beaucoup de territoires d'Europe à, je dirais, davantage d'autonomie, davantage moins de centralisation, davantage de responsabilité. Je crois que l'Union européenne devrait accepter et non pas s'opposer. J'étais d'ailleurs, je dois dire, assez choqué par les menaces ou chantages ou autres qui ont été proférés à l'égard des partis catalans demandant plus d'indépendance. Ils ont déjà une autonomie assez large. J'étais assez choqué car je trouve qu'on n'a pas interféré dans les processus démocratiques. Jean-Baptiste Luciani, tout d'abord sur ce positionnement, en fait, la Catalogne doit-elle sortir de l'Europe si elle arrive à devenir... Sur le principe, je serais tenté de dire que pour moi, il n'y a pas de raison que la Catalogne ne soit pas le 29e pays de l'Europe. Maintenant, il faut aussi ramener à ce qu'a été réellement cette élection, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une élection régionale. Alors oui, certains ont fait... pas vers l'indépendance. Certains ont fait campagne en disant qu'ils souhaitaient, et bien entendu, aller vers l'indépendance de la Catalogne, mais ce n'était pas un référendum en tant que tel, comme on a pu le connaître en Écosse ou ailleurs. C'était vraiment une élection régionale avec une volonté après de diriger la région. Voilà, aujourd'hui, on est sur cette problématique-là, on est sur ce choix, et il faut se rappeler que, quelque part, la Catalogne, c'est quand même la région la plus riche d'Espagne. C'est la région qui a le PIB le plus important, qui contribue, le plus gros contributeur au PIB actuellement de l'Espagne. C'est une région qui a toujours eu son identité à part, qui a toujours été un peu en déphasage avec le pouvoir centralisateur de Madrid, c'est tant est que l'Espagne n'est quand même pas organisée comme la France non plus, c'est pas le même type d'organisation. Ça a été aussi une époque de résistance au franquisme. Enfin, voilà, donc tout ça fait que toute leur histoire collective et commune fait que la Catalogne aujourd'hui a cette volonté et donc en plus au-delà de cette volonté, les richesses pour le faire. Donc tout ça, ça fait que un jour, il faudra se poser la question justement de l'Europe des régions et la place des régions dans l'Europe. Donc voilà, oui, je pense que nous avons à y réfléchir. Pour autant, je partagerai un peu l'avis d'Henri Malos.
loin de moi l'idée de penser que ça doit induire obligatoirement la sortie de l'Europe. Alors si on fait un parallèle avec la Corse, parce que beaucoup l'ont fait, notamment des élus de la Corse, c'est quoi la différence aussi? Bon, il y a le potentiel économique, voilà. Forcément. Difficile de faire un parallèle entre une région qui fait plusieurs millions d'habitants, qui représente plus de 20% du PIB de l'Espagne, qui aujourd'hui est une des premières régions d'Europe, et puis nous, petite île de 300 000 habitants, je pense la plus petite région continentale de France. Donc c'est la difficulté de faire ce parallèle. Pour autant, il faut aussi prendre en compte notre communauté, il faut aussi prendre en compte ses aspirations, sa volonté maintenant, depuis des années et des années, d'aller vers plus d'autonomie. Alors cette volonté, je le dis souvent, a été quand même souvent entendue par le pouvoir jacobin, le pouvoir centralisateur parisien, surtout quand c'était un gouvernement socialiste. Et donc on a quand même eu trois statuts qui ont amené aux évolutions de la Corse. Il y a maintenant en plus la loi NOTRe qui vient d'arriver. Voilà, entre-temps il y a eu le PEI qui a été aussi donné à la Corse. Donc ces aspirations, je les entends, ces aspirations, je les partage. Ces aspirations, je les ai même portées à l'Assemblée de Corse sur la volonté que nous avons d'aller vers plus d'autonomie, plus de volonté d'assumer notre communauté, parce que tout simplement, on est une réelle communauté avec une terre, on est une communauté avec une langue, on est une communauté avec une histoire commune. Et donc, comme disait Shimon Peres, on est aussi une communauté qui ne veut pas, qui ne peut pas, qui ne doit pas disparaître. Plus d'autonomie ou l'autonomie? Moi, je suis pour aller vers l'autonomie la plus large possible. Donc, après, il va falloir qu'on définisse collectivement le cadre de ce que nous sommes en capacité localement d'assumer sur la partie économique, sur la partie politique, sur toutes ces parties qui doivent être aujourd'hui définies. On ne peut pas simplement aspirer à dire on souhaite l'autonomie sans savoir qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Et aujourd'hui, la population est en attente de ce qu'on met derrière les mots. Si aujourd'hui, c'est aller vers une autonomie qui est aussi synonyme de régression sociale pour les personnes qui vivent sur ce territoire, je pense que personne ne souhaite ça. Donc c'est comment on construit en même temps cette philosophie politique, mais aujourd'hui en restant très pragmatique, parce qu'il y a des attentes de la population qui sont peut-être très très loin de ce que nous, en tant que politiques, nous souhaitons faire. Candidat donc aux élections territoriales aux côtés d'Emmanuel De Gentile, qu'est-ce que vous mettriez là-dedans? Dans l'autonomie, qu'est-ce qu'on mettrait dans l'autonomie? On mettrait d'abord, pour moi, une autonomie fiscale. C'est aujourd'hui le moyen pour donner à nos entreprises et doter nos entreprises d'un développement et essayer de leur permettre de sortir du marasme dans lequel ils sont actuellement. La Corse, si on prend les chiffres du chômage, a un taux de chômage un des plus importants ramené au nombre d'habitants par rapport aux régions, à toutes les régions. On subit le contre-coup actuellement de tout ce qui s'est passé en Europe et au niveau national, avec un peu de retard parce qu'on n'a pas d'industrie, voilà, donc on est une économie fondée sur le tertiaire, mais aujourd'hui on est vraiment dans ces difficultés économiques. Donc je dirais qu'il faut qu'on travaille d'abord avec. Et bien entendu, si on veut faire ça, il faut le travailler avec le monde de l'entreprise, avec le monde agricole, avec le monde des chambres des métiers. Voilà, toutes les chambres consulaires doivent être associées pour que cette autonomie conduise à une autonomie justement de fonctionnement, de gestion, mais qui conduise à un mieux-être des habitants, parce qu'il faut prendre en compte que la précarité grandit de plus en plus sur notre île. Alors deux petits mots pour conclure sur cette thématique. Henri Malos, sur la liste de Podjagobi. Je pense que ça appartient aux deux personnes. Le choix, c'est des choix. Le choix de un atout pour la Corse, Henri Malos? Je ne pense vraiment pas que ce soit un atout pour la Corse. Très honnêtement, je dirais aujourd'hui, c'est plus un affichage et une pioche politique que réellement un atout et une ambition pour la Corse. Une ambition pour la Corse, c'est de doter aujourd'hui la Corse d'une antenne à Bruxelles avec des élus qui sont régulièrement au Parlement européen, un lien avec le Parlement européen pour la création justement de cette région qui va vers l'autonomie à l'intérieur de l'Europe. Je veux dire, aller juste chercher une personne comme ça, je pense que c'est ce mode de fonctionnement et cette mode de pratique politique qu'il faut
arrêter, dans le sens où aujourd'hui, on n'est pas allé chercher une personne, on est sur une démarche pérenne qui doit s'instaurer dans le temps. Et s'instaurer dans le temps, c'est créer des réelles relations, que la personne y soit ou n'y soit pas. Merci beaucoup Jean-Baptiste Luciani. On va se retrouver demain pour parler à nouveau actualité sur une nouvelle thématique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Jean-Baptiste Luciani. Bonjour, conseiller territorial également, maire de Pietrosé, là, une commune en Corse du Sud. On va partir du côté de la Ligue des droits de l'homme qui tenait la semaine dernière une conférence de presse à propos du cas de Paul-André Contadine, ce militant nationaliste qui demande son rapprochement à la maison d'arrêt de Borg, ou qui a fait plus de 15 jours de grève de la faim. Une grève de la faim qu'il a interrompue en attendant la décision de la Cour de cassation qui devrait statuer sur son cas d'ici le 7 octobre. C'est du moins ce qu'a dit donc du côté de ce qu'on indique du côté de la chancellerie. Alors la Ligue des droits de l'homme au niveau national s'est saisie de ce cas. On va écouter Françoise Dumont, la présidente de la LDH. On a organisé cette conférence de presse d'une part pour sensibiliser l'opinion à ce cas, et puis nous sommes aussi intervenus par un courrier auprès de Christiane Taubira de manière à ce qu'elle ordonne un transfèrement dans les meilleurs délais pour la maison d'arrêt de Borgo de M. Contadine. Donc une demande de rapprochement qui a été formulée officiellement. Pour l'heure, il faut le dire, il n'y avait pas eu véritablement de retour. On a l'impression même que les instances gouvernementales faisaient un peu la sourde oreille. Oui, je crois que c'est ça. On peut dire des choses comme ça. Exactement. Faisait la sourde oreille. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont être sensibles à notre courrier? Est-ce qu'ils vont aussi être sensibles, et nous l'espérons quand même, à l'émotion suscitée en Corse? Parce que nous avons été alertés, je crois, des différentes manifestations qu'il y a pu y avoir en Corse, et nous sommes très attentifs à tout ce qui peut, pour dire vite, mettre de l'huile sur le feu. Alors Jean-Baptiste Luciani, démobilisation étudiante, lycéenne, 15 jours de grève de la faim pour ce jeune père de famille, l'intervention de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'il aura fallu tout ça pour que enfin le garde des Sceaux et les gens qui ont en charge ce dossier donnent une réponse? Je pense que d'abord, nous avons une écoute favorable de la part du garde des Sceaux et de Christiane Taubira qui aujourd'hui est en phase avec beaucoup de demandes qui peuvent émaner de la Corse. Pour autant, après, il y a aussi des cheminements dans cette partie juridictionnelle et qui doivent être respectés. La seule chose, je dirais, c'est qu'ils sont très très longs et que quand on parle de l'humain, il serait bien que ces cheminements soient quand même réduits pour qu'on puisse avoir des décisions qui soient rapides. Surtout que c'est des décisions qui sont de droit, dans le sens où, aujourd'hui, une démocratie s'honore à respecter les règles qu'elle a elle-même énoncées à travers ses lois. Donc aujourd'hui, c'est des lois qui disent que les rapprochements des prisonniers doivent être faits, ne doivent pas être incarcérés à plus de 150 km de leur domicile, parce que il y a, bien entendu, la peine qui leur a été prononcée vis-à-vis des actes qui ont été commis. Et une fois que le jugement est fait et qu'ils doivent payer à la société, qu'on juge que ce soit juste ou pas, c'est un autre problème. Voilà, la peine est prononcée, c'est fait. Pour autant, on ne va pas se faire subir la double peine aux familles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas avoir en plus le fait d'avoir supporté des frais. Donc il y a cette partie humaine qu'il faut prendre en compte, c'est évident. Et puis la partie collective aussi, qui à mon sens est une partie à prendre en compte, parce que on est entré quand même malgré tout dans un processus avec un échange, un débat, avec une volonté de la part des élus de cette île, une volonté de la part aussi des nationalistes, une volonté du FLNC de rentrer dans une démarche construite avec l'État pour que la paix s'instaure, et la paix s'instaure de façon durable en Corse. Et je pense que l'État doit être à la hauteur des attentes des Corses, des attentes des élus. C'est dans ce sens que j'avais déposé une motion avec Jean-Guy Talamone et Jean-Charles Schulz pour rappeler à l'État tous ses engagements et qui devaient être tenus. Parce que si on veut construire de façon durable la paix, ça ne se construit pas tout seul. Donc ça se construit, et la main tendue que nous pouvons faire l'État, il faut que l'État la saisisse de la même façon que aujourd'hui l'arrêt des armes qui a été prononcé par le FLNC de façon unilatérale, sans contrepartie, doit être entendu et écouté. Alors justement, donc il y a le volet politique dont vous parliez, il y a le volet humain dont vous parliez également. 20 jours pour obtenir une réponse, ce sont des délais judiciaires qui sont peut-être un peu longs. C'est des judiciaires toujours trop longs, quoi qu'il arrive. À partir du moment où on attend une réponse et on est le justiciable a toujours des délais qui sont bien entendu trop longs.
parce qu'on a face à nous une machine, et la machine ne voit pas le temps de la même façon. Et malheureusement, ça remet en question aussi le mode de fonctionnement de l'appareil de la justice. Ça met en perspective aussi le fait de la politique de l'État sous l'ancienne mandature, sur l'ancienne présidence, qui a réduit les politiques publiques, qui a réduit les financements justement des fonctionnaires, des gens qui travaillent à l'intérieur de ces différents ministères, qui fait que aujourd'hui, malheureusement, pour rendre des décisions de justice, le temps s'allonge et les gens ont de moins en moins de possibilités d'étudier les dossiers au fond des dossiers. Ça ne doit pas être une excuse, c'est une petite explication, ça ne doit pas être une excuse. Quand on touche l'humain, quand on touche les règles de droit, on doit être en capacité, quand on est une démocratie qui s'honore, de les respecter de façon rapide. Alors sur le sort des prisonniers politiques et notamment sur les problèmes de rapprochement, on a aussi avancé sur les problèmes d'amnistie. L'Assemblée de Corse a prononcé des délibérations dans une quasi-unanimité. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui on a avancé, on est dans un processus qui permet d'avancer, où les clivages entre les différents mouvements politiques ont bien entendu sauté. Donc c'est une volonté transclivage. Ça se retrouve, je pense, de façon très pragmatique dans le nombre de communes qui ont délibéré pour demander l'amnistie. Donc on a l'impression que les conseils municipaux, les collectivités locales, on va appeler ça collectivité de base, mais où je suis très fier moi d'être l'animateur d'une collectivité de base, on ne fait que de la gestion. Eh ben non. Si on regarde réellement la volonté des conseils municipaux, ça a été de dire aujourd'hui, nous prenons en compte ces processus, nous prenons en compte le fait que notre île aspire à la paix. Un bon nombre de conseils municipaux ont déjà délibéré, et une grande majorité, pour demander l'amnistie. Et je reprendrai les mots de Victor Hugo, mais pas Victor Hugo écrivain, Victor Hugo sénateur, qui disait qu'à la fin d'un processus, il faut parler et penser de l'oubli. Et en politique, l'oubli, c'est un non, c'est l'amnistie. Vous pensez que ce message est entendu à Paris ? Ce message est entendu à Paris. Ce message, aujourd'hui, il faut le remettre dans un contexte national où, aujourd'hui, il y a des difficultés. Le gouvernement n'a pas obligatoirement une large majorité pour pouvoir avancer sur ce dossier. J'ai cité Victor Hugo, ça a pris, c'était au moment des communards, ça a pris 4 ans pour arriver au bout et que l'amnistie soit réelle. Ça, c'était son discours qu'il avait présenté devant le Sénat. Il a mis 4 ans pour que l'amnistie des communards soit passée. J'espère qu'on ira beaucoup plus vite et qu'on ne mettra pas 4 ans pour que l'amnistie arrive. Merci beaucoup Jean-Baptiste Luciani. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine pour Ousguardou, ravi de vous retrouver également Jean-Baptiste Luciani. Bonjour. Donc on va partir du côté aujourd'hui du conseil départemental de la Haute-Corse avec une session qui a eu lieu la semaine dernière et qui traitait notamment des frais d'avocat pris en charge par la collectivité, frais d'avocat de Poggiagobi, concernant donc les problématiques de marché public notamment. Alors Femoa Goursiga n'a pas participé au vote, elle n'a pas pris part à ce vote, donc Vanina Lebaumin va venir nous expliquer en fait que pour le groupe Femoa Goursiga qu'elle représente, il y avait un caractère assez incongru, la collectivité qui est partie civile d'un côté, qui paye les frais d'avocat de son ancien président de l'autre. On écoute Vanina Lebaumin. Il faut savoir que cette aide lui est acquise puisqu'il est mis en examen de par sa fonction de président du Conseil général de l'époque. Donc c'est pour ça qu'il nous paraissait inutile de voter contre. Par contre, nous n'avons pas participé au vote car il nous semble difficile d'être à la fois jugé partie. Or, dans cette affaire, le Conseil départemental est partie civile et on nous demande de financer donc les frais d'avocat de la partie adverse. Donc ça nous paraît une situation assez ubuesque qui apparemment est logique en termes de droit mais qui nous semble impossible à valider. Ça c'est sur la forme. Sur le fond, comme nous l'avons souligné en session, il nous semble aussi assez indécent, vu la précarité qui est en train de s'installer en Corse, de destiner l'argent public à ce genre de dépenses plutôt que de se tourner vers ceux qui en ont le plus besoin. Alors Jean-Baptiste Luciani, donc sur cette prise de position du côté du conseil départemental, et si vous aviez été élu là-bas, qu'est-ce que vous auriez voté ? Question difficile. Question difficile. Alors oui, aujourd'hui, parce que d'abord, la problématique, c'est qu'on rentre dans une phase judiciaire
Et je pense que la séparation des pouvoirs, qui est un des fondements de notre démocratie, est quand même quelque chose d'important et qu'il faut respecter. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à me prononcer généralement sur les affaires qui sont en cours d'instruction. Je ne me prononcerai pas sur les affaires en cours d'instruction parce que je pense qu'il faut laisser la justice agir en toute liberté. Après, d'autant que la présomption d'innocence... la présomption d'innocence court, c'est évident, mais voilà, je pense que c'est la difficulté que l'on a tous, parce que on a envie quelque part d'abonder au débat et d'avoir des informations et que la partie maison de verre, comme doit être ce que je pense doit être la politique, c'est-à-dire d'être la plus transparente possible. Donc on a envie que assez rapidement les électeurs et les électrices, la population, les contribuables soient au courant de ce qui se passe dans nos collectivités. Alors ça peut se faire à travers le rapport de la Chambre régionale des comptes, quand la Chambre régionale des comptes intervient dans une collectivité pour donner le sens de la façon dont les contributions, les impôts sont dépensés. Et voilà, ça peut se faire malheureusement quand il y a des malversations qui peuvent exister dans une collectivité ou une autre, et puis voilà, à travers une partie justice. Voilà. Sur cette affaire, c'est vrai que n'étant pas conseiller général de Haute-Corse, j'ai peu d'informations sur le cheminement, sur les différentes délibérations qui ont conduit aujourd'hui à ces dépenses et aujourd'hui au juge de se saisir de ces dépenses et de mettre en examen des personnes. Sur le vote qui a pu intervenir par rapport à la partie protection judiciaire de l'ancien président, c'est vrai que, comme l'a dit la personne qui a été interviewée de Femagor, c'est de droit. Donc tout président d'exécutif, quel que soit l'exécutif qui dirige, ou personne qui est en responsabilité, qui devient justiciable dans le cadre de son mandat, a droit à la partie juridictionnelle de sa collectivité, c'est l'aide juridictionnelle. C'est vrai que c'est de droit. Maintenant, je pense qu'il y a le droit et puis il y a l'image qu'on donne de nous-mêmes en tant qu'élus. Il est important que nous montrions aussi à la population qui est en difficulté, qui souffre, que les élus ne sont pas là pour profiter du système. Et ça, je pense que c'est au moins aussi important que le fond. C'est vrai que sur le fond, il n'y a rien à dire. Sur le fond, il n'y a rien à dire. Par contre, sur la forme, c'est contestable dans le sens où aujourd'hui, la fonction même de la politique, la représentation de la politique, que ce soit au niveau national, au niveau local, il y a une désaffection des gens pour la partie politique, et en donnant des mauvais signaux, au moment où on donne des mauvais signes, on pousse petit à petit, je pense, les gens vers les extrêmes, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui combattre. A contrario, est-ce que c'est difficile d'être un élu aujourd'hui, que ce soit dans les problématiques de marché, que ce soit dans les problématiques d'urbanisme, on a entendu... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la fonction d'élu est de plus en plus proche de la partie judiciaire, et donc on a très souvent affaire à des conseils, avocats, cabinets d'études, qui viennent nous épauler, parce que les élus, nous, on n'est pas d'abord on n'est pas des professionnels, et moi je souhaite qu'on ne soit pas des professionnels de la politique. Et puis même si on était des professionnels de la politique, on ne peut pas être professionnel de tout. Et donc quand on parle, comme vous disiez tout à l'heure, de marché public, on a nos limites dans le code des marchés publics. Quand on parle de l'urbanisme, on a nos limites dans le code de l'urbanisme. Quand on parle de tourisme, et tout ça, c'est des codes complets et il y a des juridictions qui sont totalement dédiées avec des codes qui s'y tiennent. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Pour autant, quelque part, c'est aussi notre volonté d'assumer nos responsabilités, et quand on est là pour prendre des responsabilités, on doit les assumer jusqu'au bout, et on est en phase avec les mandats que nous ont donnés les électeurs, et donc nos mandants sont aussi en droit de nous réclamer des comptes, et c'est en ce sens que je dis que la politique doit être exemplaire, et le politique doit être exemplaire, parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui, vis-à-vis de la population qui souffre, vis-à-vis de la difficulté, vis-à-vis de la précarité qui s'installe en Corse, de montrer des signes
qui sont des signes néfastes pour cette classe politique. Merci beaucoup Jean-Baptiste Luciani d'avoir passé cette semaine. On rappelle donc que vous êtes maire de Pietrozé, là également conseiller territorial, et puis que vous serez candidat pour les futures territoriales en seconde liste d'Emmanuel De Gentile. Tout à fait, sur une liste qui, je pense, sera peut-être la seule qui sera conduite par une femme. Donc je risque d'être le seul numéro 2 homme, mais c'est avec plaisir, et c'est aussi en ce sens qu'on peut montrer que la politique change. Aujourd'hui, la Corse peut être prête à avoir une liste menée par une femme. Il y avait eu en son temps la liste des 51 femmes. C'était l'envers de l'effet balancier aujourd'hui de la parité. Et bien maintenant, on est, je pense, mûr pour une vraie parité avec une femme tête de liste. Merci Jean-Baptiste Luciani, à bientôt.